Alors, dans cette vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une chose très importante. Pourquoi est-ce que vous ne devez jamais négliger une activité lorsque vous êtes en fin de cycle ou lorsque vous êtes sans emploi ou encore lorsque vous êtes au chômage personnel? Comment est-ce que je suis parvenu à avoir un stage et j'ai pu transformer ce stage-là en un emploi? Dans cette vidéo, je fais une expérience qui pourra t'aider, une expérience que tu pourras peut-être partager avec tes enfants, avec tes petits frères. Et si toi-même tu cherches un emploi ou si toi-même tu en fais des cycles ou bien si tu es un étudiant, il est important de rester jusqu'à la fin de cette vidéo car je suis persuadé que tu vas apprendre quelque chose qui pourra t'aider. Alors ne quitte pas, reste jusqu'à la fin et c'est parti. Ma vie, depuis le commencement, j'ai toujours rêvé grand pour elle. Mais ça n'a pas toujours été facile. Submergé par les challenges de l'environnement des affaires que j'avais du mal à maîtriser. Et vous, qu'attendez-vous? Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Alors si c'est la première fois que tu me découvres, je suis Joël Cyr. Je t'invite à embarquer à bord de ce bateau car nous allons effectuer un voyage au cours duquel nous allons partager des histoires des personnes qui ont marqué ce monde par leur prouesse, par des réalisations dans leur domaine professionnel ou dans un domaine quelconque. Ensuite, lors de ce voyage, nous allons à chaque fois faire un arrêt afin de partager avec chacun de nous ce que c'est que la gestion financière et les notions basiques de la comptabilité, car je suis persuadé qui sont indispensables pour quiconque veut s'en sortir financièrement dans ses activités. C'est pourquoi je t'invite à faire deux choses. Dans un premier temps, tu appuies juste sur ce bouton qui s'affiche au bas de ton écran qui est s'abonner. Et une fois que c'est fait, tu appuies sur la cloche de notification, la petite cloche, afin de ne point rater nos prochaines publications. Alors, lorsque vous cherchez un emploi, lorsque vous êtes en fin de cycle, lorsque vous êtes étudiant, lorsque vous venez de finir vos études et que vous devez entamer votre carrière professionnelle. Dans un premier temps, vous ne devez pas regarder à vos diplômes et négliger certaines activités. Parce que je me suis rendu compte que il y a certaines personnes qui échouent aux entretiens d'embauche, pas parce qu'ils ne méritaient pas le poste, mais tout simplement parce qu'ils étaient trop stressés. Et dans cette vidéo, je vais traiter l'une des raisons qui stresse le plus lorsque vous allez en entretien d'embauche. Je vais vous donner un exemple très simple. Supposez que vous avez deux personnes qui doivent aller à un entretien d'embauche. Et lorsqu'on appelle ces personnes pour fixer la date de cet entretien, l'une d'entre elles a la possibilité d'aller à cet entretien sans avoir recours à personne. C'est-à-dire, la personne a déjà son transport, c'est-à-dire la personne a déjà de l'argent sur elle qui va lui permettre de se déplacer pour aller faire cet entretien à la date et l'heure indiquée. Et supposez que une deuxième personne qui on appelle et qui n'a pas des sous, qui n'a pas de l'argent sur lui pour aller à cet entretien, qui doit recourir à ses parents, à ses grands frères ou je ne sais pas, à une connaissance afin d'avoir un moyen pour pouvoir prendre du transport afin d'arriver à ce lieu d'entretien. Ces deux personnes n'auront pas le même stress. Une personne à qui un employeur téléphone et qui est convaincu qu'il doit avoir un entretien, une date X, qui a déjà de l'argent sur lui, n'a pas le même stress que celui qui n'a aucun sou sur lui et qui doit recourir à un frère ou à un parent. Parce que la deuxième personne va dans un premier temps commencer à réfléchir comment trouver de l'argent pour aller à cet entretien. Donc, quand cette personne reçoit un appel, la personne même n'est même pas convaincue d'être à cet entretien. Par contre, cette personne qui a déjà de l'argent sur elle a déjà la possibilité, dès qu'on l'appelle pour un entretien d'embauche, tout ce que cette personne a à faire, c'est de se préparer à cet entretien pour toutes les étapes qui peuvent subvenir lors de cet entretien ou lors de ce test de recrutement. Alors, comment moi je me suis préparé, comment j'ai pu obtenir ou je me suis préparé
avant ces opportunités qui se sont présentées à moi. Alors, dans un premier temps, lorsque j'ai fini mes études en 2016, je devais entamer ma carrière professionnelle. Et j'ai eu la chance d'avoir, dans un premier temps, un stage école par le biais de mon grand frère. Et après ce stage école, j'étais maintenant livré à moi-même afin de chercher un stage de perfectionnement et un emploi. Et pendant ce temps que je postulais, je devais toujours recourir à mes grands frères ou à d'autres personnes lorsqu'on m'appelle pour un entretien d'embauche. Parce que vous convenez avec moi, lorsque vous préparez, lorsque vous cherchez un emploi ou un stage, à tout moment, on peut vous appeler. Ou vous pouvez être convié à 2 entretiens dans la semaine, ça peut arriver. Mais pendant ces 2 séances-là, est-ce qu'à chaque fois, vous devez toujours recourir à vos parents afin d'avoir un moyen de déplacement pour pouvoir vous présenter à ce? C'est là le vrai stress. Et c'est ce stress-là que j'aimerais que vous évitez. C'est pourquoi je fais cette vidéo afin d'attirer l'attention de tous les étudiants, de tous ceux qui sont en fin de cycle, tous ceux qui sont en quête d'un stage ou d'un emploi, à tous ceux qui ont des enfants, qui ont des petits frères qui sont et qui cherchent un emploi, qui cherchent un stage. Dans un premier temps, vous ne devez négliger aucune activité qui peut vous donner de l'argent. Pourquoi? Parce que vous devez être libre. Vous devez être capable à chaque instant, à tout moment, lorsqu'on vous appelle, ne pas réfléchir comment trouver du transport afin d'arriver sur les lieux de l'entretien. Lorsque moi j'avais fini, j'avais commencé à faire des cours à domicile. Et c'est ce que je conseille toujours à tous ces jeunes avec qui j'échange très souvent. Il faut chercher à faire une activité. Donc pour moi, l'activité qui ne demande pas beaucoup d'efforts, beaucoup de choses, cette activité-là, c'est de donner des cours à domicile. Même si tu ne peux pas donner des cours aux élèves de terminale, mais tu peux quand même donner des cours aux élèves de la classe de 6e, de 5e ou même de l'école primaire. D'aucuns me diront que lorsqu'ils font ces cours à domicile-là, les parents d'élèves, à un moment donné ou à la fin du mois, certaines personnes ne payent pas ce pourquoi tu enseignes. Je ne suis pas ignorant de ce fait parce que j'ai été confronté à ces situations à un moment donné. Mais le conseil que je vous donne dans cette vidéo, c'est que lorsque vous devez faire des cours à domicile, vous n'êtes pas obligé de rester dans votre quartier parce que c'est l'erreur que beaucoup d'entre vous faites. Lorsque vous finissez et que vous voulez faire des cours à domicile parce que vous n'êtes pas occupé, vous voulez forcément rester avec les personnes que vous connaissez. Vous pouvez aller au-delà de votre quartier, vous pouvez sortir de votre quartier, de votre commune. Donc, vous pouvez aller partout ailleurs, présenter vos services, présenter les matières dans lesquelles vous pouvez vous occuper des enfants afin que, à la fin du mois, vous puissiez avoir quelque chose sur vous. Ça, c'est dans un premier temps. Maintenant, d'aucuns me diront aussi que ce sont des activités qui sont temporaires. Ok. Lorsque vous faites des cours à domicile, vous devez avoir un objectif bien précis. Vous devez savoir que vous ne le faites pas parce que vous le faites pour y rester, mais vous le faites dans le but de pouvoir avoir de l'argent sur vous et subvenir à vos petits buts. C'est pourquoi, lorsque vous menez ces genres d'activités, vous ne devez pas, à ce stade-là, faire des week-ends. Vous ne pouvez pas utiliser l'argent que vous gagnez en faisant des cours à domicile, pensant que vous êtes arrivé en faisant la vie. La preuve en est, c'est que lorsque vous le faites, généralement, vous êtes encore en famille. Donc, si vous êtes encore en famille, vous n'allez pas utiliser cet argent-là pour aller faire la belle vie. Mais vous devez déjà commencer à réfléchir quelle autre activité que vous pouvez mettre en place qui pourra vous générer d'autres sources de revenus. Et c'est ce que moi, j'avais fait. Lorsque je faisais des cours à domicile qui avaient commencé comme d'habitude dans le mois de septembre, puisque c'est en septembre en Côte d'Ivoire que la rentrée se fait de façon générale. Lorsque j'avais commencé en septembre, 2 mois plus tard, j'avais eu déjà un peu d'argent que j'avais mis de côté qui pouvait me permettre de faire une autre activité à part les cours à domicile. Qu'est-ce qui était sur cette activité? Et c'est une activité que je pense que toute personne ou tout étudiant ou toute personne qui en fait des cycles peut mettre sur pied qui pourra vraiment vous aider. J'avais mis en place
une blanchisserie. Les blanchisseries dans les quartiers, ce n'est pas, je ne parle pas de pressing, je parle de blanchisserie. Les blanchisseries, avec 20 000 francs, vous pouvez mettre une blanchisserie sur pied. Comment ça va se faire? Les faits à repasser, il y a des faits à repasser à moins de 5 000 francs. Il y a des faits à repasser qui sont déjà utilisés, mais que vous pouvez trouver sur le marché, qui sont à moins de 10 000 francs. Alors, qu'est-ce que j'avais fait? Lorsque on avait fait les 2 premiers mois et qu'on tournait déjà vers la fin de l'année, le peu d'argent que j'avais épargné, qui était autour de 30 000 francs, j'avais utilisé cet argent-là pour acheter un fer et juste devant. Donc, j'ai mis une petite table et avec cette petite table-là, j'avais commencé à repasser des habits. Ce n'est pas une activité que j'avais déjà réalisée auparavant. C'est parce que je repassais mes propres habits déjà de façon simple. Avec ça, vous pouvez déjà commencer à repasser des habits. En plus des cours à domicile que vous faites, puisque ce n'est pas un temps plein. Donc, il y a des heures où je vais faire des cours à domicile. Même que je ne suis pas là, quand les clients arrivent, ils déposent les habits. Et après, quand je reviens, je repasse et ils passent pour récupérer les habits. Chers amis, je vous assure qu'avec cette activité, j'ai pu épargner et à chaque fois qu'on m'appelait pour un entretien, je n'étais plus obligé de recourir à une personne X ou Y avant de m'y rendre. Pourquoi? Ça m'a permis, lorsque je partais aux entretiens, d'être à l'aise, de ne pas être stressé, de ne pas être trop paniqué parce que je me trouvais dans une situation où j'avais déjà quelque chose qui me permettait de m'occuper de moi-même sans dépendre forcément de quelqu'un. Alors, voilà pourquoi je vous ai dit de ne négliger aucune activité. Et je me rappelle bien lorsque ce qui a fait ma chance, moi j'ai fait la comptabilité. Et lorsque mettais cette activité sur pied, tout ce que je faisais, j'écrivais, j'ai tout noté. Et avant de démarrer ma blanchisserie, j'avais fait ce qu'on appelle un bilan d'ouverture. J'ai encore ce bilan d'ouverture. Je pense que dans une autre vidéo, je pourrais vous présenter ce bilan d'ouverture. J'avais ce bilan d'ouverture et tout ce que je faisais, je notais. Et avec un autre ami qui s'est joint à moi et avec qui j'avais commencé à faire cette activité. En plus de cette activité, puisque j'étais là, je ne faisais rien, je me suis rendu compte qu'il y a des personnes qui venaient avec leurs chaussures. Lorsqu'ils venaient repasser leurs habits, je me rendais compte que ces personnes-là très souvent venaient avec des chaussures à cirer, des chaussures à coudre. Donc, automatiquement, je me suis rendu compte que la cordonnerie pouvait faire mon affaire. Et bizarrement, c'est pas quelque chose que j'avais appris auparavant, mais j'avais déjà commencé à coudre mes propres chaussures. Et c'est comme cela que j'avais mis aussi une cordonnerie dans cette. Ça me faisait déjà 3 activités que je gérais à la fin. Avec ces 3 activités, j'ai pu passer un concours avec ces 3 activités. Lorsque j'ai eu ce stage, au cours duquel je n'ai même pas informé un parent lorsque je partais à cet entretien. Après être retenu, j'ai commencé mon stage où j'étais rémunéré à une somme de 20 000 francs par l'entreprise. Une somme de 20 000 francs. Cette somme-là ne pouvait pas me permettre de prendre mon transport chaque jour du lundi au vendredi, du 1er au 31. Alors, comment j'ai pu terminer ce stage sans toutefois demander ou sans toutefois faire recours à un parent ou sans toutefois même abandonner? Tout simplement parce que dans un premier temps à l'école, on vous a dit, lorsque vous avez tel ou tel diplôme, une fois que vous commencez, vous aurez tel salaire, vous aurez tel avantage, tel avantage. Non, ça n'en est rien. Et moi, j'avais eu ce stage-là par le biais de l'agence emploi jeune qui devait me verser 45 000 francs et l'entreprise devait me verser 20 000 francs qui faisait un total de 65 000 francs. Mais il s'est avéré que l'agence emploi jeune devait faire mon premier versement comme étant un rappel de 3 mois. Donc pendant les 3 mois, il a fallu que je puisse avoir de l'argent qui me permettrait de manger et de prendre du transport afin d'aller apprendre. Alors, mes économies que j'avais, c'est ce que, bien évidemment, que j'avais commencé à utiliser afin d'aller terminer mon stage de 6 mois. J'ai décidé de partir de cette entreprise et 2 mois après, j'ai été recontacté
pour venir en tant que comptable dans cette entreprise avec un contrat CDD. Et c'est comme ça ma carrière professionnelle a commencé. Et je vous assure que j'ai beaucoup appris tout au long de ces 6 mois. Les 2 comptables ont démissionné par après, c'est-à-dire le responsable administratif et financier, et ainsi que le contrôleur de gestion. Donc, je suis resté seul dans l'entreprise, le seul comptable qui gérait toute l'activité. Et pendant cette période, j'étais confronté à tellement de situations qui permettent aujourd'hui de répondre à certaines questions. C'est pourquoi aujourd'hui, j'arrive à accompagner les jeunes qui viennent de sortir de l'école, qui sont comptables, mais qui n'ont pas toute cette formation, peut-être qui ont été comptables fournisseurs, comptables clients, qui ont été uniquement comptable recouvrement, mais avec cette expérience, moi j'ai eu la chance d'occuper tous ces postes à la fois et de pouvoir agir vis-à-vis de toutes ces personnes. Aujourd'hui, la plus grande difficulté des comptables, des jeunes comptables, c'est quoi? La plus grande difficulté, c'est l'organisation. L'organisation comptable est l'élément principal dans la comptabilité parce qu'il ne suffit pas d'aller saisir des débits et crédits. Il faut savoir quelles sont les tâches ou qu'est-ce que je dois faire au jour le jour, qu'est-ce que je dois faire chaque fin de semaine, qu'est-ce que je dois faire chaque fin de mois. Lorsqu'un comptable n'a pas le sens de l'organisation des 3 éléments que je viens d'expliquer, il aura toujours des difficultés, soit avec l'administration fiscale, soit avec sa direction, soit avec les fournisseurs, même avec les... C'est pourquoi je vous invite, pour ceux ou celles qui veulent se faire accompagner, vous avez une opportunité. J'ai accompagné des personnes qui avaient eu des opportunités qui leur faisaient tellement peur parce qu'elles savaient qu'elles n'avaient pas toute cette capacité. J'ai pris ces personnes-là, je les ai formées, je les accompagne, je les assiste tout au long de la mise en place de leur comptabilité jusqu'à ce qu'ils soient autonomes. Si vous êtes en quête d'un stage, d'un emploi, mais vous ne savez comment faire, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Je vais afficher de mon écran mon adresse mail. Vous pouvez me contacter, vous pouvez m'écrire et je vais prendre la tâche avec vous afin de vous accompagner, de vous suivre, de vous aider à être autonome de façon professionnelle dans votre poste. Parce qu'il y a une seule chose que vous devez retenir. Pour les PME, les petites entreprises n'ont pas la capacité d'embaucher 2, 3 ou 4 comptables. Donc, vous allez remarquer qu'ils embauchent toujours des comptables, un seul comptable qui gère toute l'activité, même les ressources. Donc, il faut avoir ce sens d'organisation. Il faut avoir ce sens qui vous permette de mieux gérer, de mieux vous organiser. Et tant que vous n'avez pas ce sens-là, même si vous avez travaillé dans une grande organisation, et ça, c'est un piège. Lorsque vous travaillez dans les grandes structures, il est très difficile pour que vous puissiez vous détacher et aller dans les PME. Parce que dans les grandes structures, vous allez voir que les tâches sont vraiment découpées. Chacun accomplit une tâche bien précise. Vous allez voir le comptable fournisseur, comptable client, comptable recouvrement, comptable ainsi de suite, trésorerie. Vous aurez tous ces postes-là qui sont dans les grandes structures. Par contre, dans les PME, une seule personne va se retrouver à faire toutes ces tâches. Mais vous ne pouvez pas parce que vous avez 10 ans d'expérience, vous avez 5 ans d'expérience, que vous aurez la possibilité ou bien vous serez capable de gérer toute une activité de la suite. Pour cela, vous avez besoin d'être accompagné. Vous avez besoin d'être suivi. Vous avez besoin d'être orienté. Vous avez besoin de ce qu'on vous donne une organisation. J'insiste là-dessus. Parce que si vous n'êtes pas organisé, vous n'allez jamais vous en sortir. À la fin de l'année, le cabinet va venir faire les états financiers. Ils vont se débrouiller pour faire les états financiers, mais en réalité, vous ne vous en sortez pas. Au moment où le directeur va s'en rendre compte, soit la fiscalité lui tombera là-dessus, ou soit, puisque vous n'avez aucune organisation, vous ne pouvez même pas faire les reportings, vous ne pouvez même pas faire des planifications de la trésorerie. Parce que, en réalité, ce sont des rôles qui sont attribués au directeur administratif. Mais puisque ce sont des petites entreprises qui n'ont pas de capacité financière afin d'embaucher ces personnes, vous n'avez pas la capacité aussi de gérer. Or, ces directeurs-là vous font confiance. Et il y a tellement d'erreurs que l'on fait parce que généralement, les jeunes comptables ont même peur
des directeurs et ils ne font que répondre ou ils ne font qu'accepter tout ce que le directeur lui dit. Pas parce qu'il est directeur que tout ce qu'il va te dire, que tu vas l'exécuter. Une fois que ce qu'il te dit ne concorde pas avec l'administration fiscale, de tout ce qui est juridique, vous devez lui dire non et lui donner un argument convaincant qui va le permettre de revenir sur ses pas. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Je pense que tu n'as pas oublié à t'abonner et active la cloche des notifications afin de ne rien manquer de nos prochaines publications. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager, à la liker et je pense qu'on va se retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci et à très bientôt. Ciao.